Bonsoir à tous, je suis ravi de vous accueillir dans cette prestigieuse salle, de ce prestigieux musée, le musée du Quai Branly-Jacques Chirac. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je sais qu'il fait un peu chaud, donc on ne va pas trop traîner. Juste me présenter, c'est la première des politesses, je suis Ronald Guintron, je suis journaliste. J'officie ou j'essaie d'officier à BFM TV, où je suis en charge de la présentation de la tranche du midi, le midi 15h. C'est la première fois que j'ai le plaisir de travailler avec ADI, je remercie notamment son président qui va bientôt me rejoindre sur scène. Mais c'est la 6e année consécutive qu'ADI a décidé d'organiser ce rendez-vous annuel des directeurs immobiliers. Alors l'objectif, vous le savez peut-être, sûrement pour les invités, c'est de vous donner aux directeurs immobiliers, mais en fait pas seulement, les clés pour vous adapter à un environnement dont on dit qu'il est en perpétuelle mutation, aussi bien dans le secteur de l'immobilier, mais pas seulement, évidemment, vous pouvez le constater en tant que professionnel, mais aussi en tant que particulier. Cette année, c'est une question assez importante, dont on n'aurait pas pensé d'ailleurs parler il y a quelques années, la question de la responsabilité territoriale qui a été choisie. Alors nous verrons avec nos intervenants dans un instant ce qu'est cette responsabilité territoriale, comment elle s'articule, comment on peut l'illustrer, comment on peut la raconter, comment on peut la traiter. Et puis on verra également, et c'est là où votre présence évidemment est importante, quel rôle vous avez face à cette notion de responsabilité territoriale, quelle est la chance qu'elle vous donne, quelles sont les responsabilités qu'elle vous octroie. Rendez-vous en deux temps, dans un instant une table ronde, alors avec 2 ou 3 invités. J'avoue qu'il y a une petite incertitude sur la présence de l'un des invités. C'est pour ça que j'arrive un petit peu en retard sur scène. Hein. On se dit tout. Si M. Vanier est là, qu'il lève la main. Non. J'espère qu'il sera là dans un instant. Table ronde donc avec 2 ou 3 invités. Et puis la remise des trophées. Je vous disais 6e rendez-vous annuel. 20e édition en revanche pour ces trophées ADI. Mais tout d'abord, évidemment, je vais vous demander d'accueillir très chaleureusement Angélique Delorme, directrice générale déléguée adjointe du musée du Quai Branly. Je vous laisse vous mettre derrière le public. Merci beaucoup. Je vous serre la main. Ravi de vous rencontrer. Pareil. Merci de cet accueil. Alors forcément, quand on parle d'architecture, d'environnement, de territoire, il suffit d'ouvrir les yeux. Alors dans la salle, certes, mais encore plus à l'extérieur, pour nous rendre compte à quel point notre présence ici ce soir est légitime. Merci beaucoup. Merci à tous d'être ici. Le président ne pouvait pas être là ce soir, mais je suis très heureuse de vous accueillir en son nom. Nous sommes particulièrement touchés au musée du Quai Branly de recevoir cette assemblée de spécialistes de l'immobilier, car vous vous en doutez, le bâtiment du musée du Quai Branly est l'une de nos grandes fiertés. Une grande fierté parce que tout dans ce lieu revêt une certaine acuité poétique, et en arrivant dans ce lieu, vous avez dû vous-même vous en rendre compte. Une poésie qui tient à l'historique du terrain. Je ne sais pas si vous en êtes tous conscients, mais avant, cette parcelle de terrain représentait plusieurs îlots qu'on appelait en groupe l'île des Cygnes ou l'île Maquerelle. Je ne sais pas à quoi ça faisait référence. Et ce n'est qu'au début du 19e siècle que tout cela a été remblayé et est devenu un vrai terrain. C'est déjà un terrain de culture, puisque plusieurs artistes avaient installé leurs ateliers aux abords de cet emplacement. Auguste Rodin avait 3 ateliers d'artistes rue de l'Université juste en face. C'était un terrain pourtant qui n'avait pas trouvé sa vocation, puisque tout le long du 19e et du 20e, il n'avait que des utilisations provisoires pour les dépôts des marbres des rois, pour le mobilier national, pour des conférences, pour des expositions internationales. Toutes les structures qui étaient établies sur ce terrain n'était faite que pour être temporaire. Et c'est en 1999, quand un concours d'architecture a été lancé pour ce projet de musée des arts premiers qui tenait tant à Jacques Chirac, que ce terrain a eu une vocation, cette fois-ci, définitive. Comme vous le savez, j'imagine, ce concours d'architecture a été gagné par Jean Nouvel. C'est donc 25 000 mètres carrés. En plein cœur de Paris, ça doit vous faire rêver, j'imagine, vu vos fonctions, qu'il a eu le droit donc, de façonner à sa façon pour accueillir ce premier musée, même mondial, des arts premiers. Car il n'y a pas d'équivalent du musée du Quai Branly partout dans le monde. Un musée qui représente tous les continents sauf l'Europe, en présentant un parcours muséographique, non pas ethnologique, mais véritablement esthétique et centré sur les beaux-arts extra-européens, ça n'existe nulle part ailleurs. Du coup, forcé par l'historique du terrain et la poésie même du projet, le bâtiment lui-même se veut donc poétique. Il est au pied de la tour Eiffel. Je ne sais pas si vous aurez l'occasion de monter en haut sur la terrasse, mais nous avons une vue imprenable sur
tout Paris et notamment sur la Tour Eiffel. Nous sommes situés au bord de l'eau. Nous sommes cachés par un jardin dont les arbres et la nature font que ce n'est ni un jardin botanique, ni un jardin tropical, ni un jardin japonais, mais vraiment le jardin du Quai Branly. Les façades de la rue de l'Université, je ne sais pas si vous les avez aussi observées, mais ce sont des peintures aborigènes qui y sont présentées. Et de l'autre côté, côté Quai Branly, tout un mur végétal orne le bâtiment. L'architecture elle-même à l'intérieur est également fort une charge poétique, puisque vous en êtes sûrement aussi rendu compte, on se perd très facilement, d'où l'intervenant que l'on n'a pas retrouvé, au musée du Quai Branly. Non mais vous inquiétez pas, je suis sûr qu'il va bien et qu'il va arriver, hein, mais c'est pas perdu. Je suis sûr, c'est quand même assez bien indiqué. Donc là. Mais tout est conçu aussi pour cela, parce qu'avoir un musée des arts lointains, ce n'est pas forcément évident pour un visiteur qui, dans ses livres d'école, a appris l'impressionnisme, a appris ce que c'était que la Joconde, la Renaissance italienne, mais ne connaît pas l'art africain, l'art américain, l'art asiatique. Et du coup, cet effort que vous faites en venant au musée du Quai Branly et en vous perdant et dans le jardin et dans cette entrée un peu déroutante et cette très grande rampe pour accéder aux collections du musée, ça fait partie de l'expérience du visiteur pour venir découvrir ces beaux-arts venus d'ailleurs et pour lesquels nous n'avons pas forcément toutes les clés pour les décrypter, mais justement que nous offrons aux visiteurs pour l'enrichissement culturel de tous. Je vous remercie encore de votre présence si nombreux ici. J'espère que vous allez apprécier ce lieu, cet amphithéâtre dont nous sommes fiers aussi également. J'imagine que vous ne soupçonniez pas que dans ce musée, il y avait un aussi grand amphithéâtre et vous verrez, j'imagine que vous allez ouvrir ensuite les rideaux, vous verrez le théâtre de verdure derrière. En tout cas, merci pour votre venue ici. C'est vraiment très honorant pour nous que vous ayez choisi ce lieu alors que la place parisienne ne manque pas de beaux lieux également pour accueillir de telles assemblées. Et je laisse maintenant la parole. Merci beaucoup Angélique Delorme. Vous restez avec nous deux petites secondes. Si je résume à ma façon, vous venez de nous dire que Jacques Chirac était un bon directeur immobilier. Ça lui fera sans doute plaisir. Excellent. Excellent. Merci beaucoup Angélique Delorme. Je vous laisse rien. Je vais désormais demander et d'accueillir également, avec la même chaleur s'il vous plaît, Gilles Allard, le président d'ADI, et Laure Rennes-Gap, la déléguée générale d'ADI. Gilles Allard, tout d'abord, merci de l'accueil, merci de l'invitation, au nom évidemment de toutes les personnes qui sont dans la salle. Quel lieu, on l'évoquait à l'instant avec Angélique, quel lieu quand même pour accueillir ce congrès? C'est un lieu magnifique. On est nous-mêmes très fiers d'être accueillis au musée du Quai Branly. Je n'avais pas mesuré à quel point il était finalement en résonance avec toutes nos préoccupations. Et donc un lieu de culture, un lieu de poésie, c'est formidable. Et grand merci à vous tous d'être présents dans un rendez-vous annuel qui est donc en sa 6e édition et que nous souhaitions renouveler. Et donc ça semble avoir un certain succès. Je pense également. Que doit-on retenir d'ADI version 2019, en quelques chiffres essentiels? Alors quelques chiffres, je dirais déjà une excellente forme qui se traduisent par donc 400 adhérents, dont beaucoup sont extrêmement actifs. Nous maintenons une cadence forte de 40 à 50 événements par an, donc presque un par semaine. C'est énorme. Et le tout avec beaucoup d'exigences quant au contenu, quant à ce que ça peut apporter à nos adhérents et à nos partenaires. Et puis nous publierons en 2019 4 études, dont certaines en propre, d'autres en partenariat, qui là aussi confirment notre positionnement sur l'animation des débats, les idées, la prospective, les tendances, au-delà des effets de mode, bien sûr. Clairement, on a bien compris qu'on était plus dans le fond que dans la mode, très clairement. Quels sont vos objectifs pour cette journée, pour l'Assemblée générale qui vient de se dérouler, pour les débats qui vont suivre? Écoutez, pour nous, le directeur immobilier, c'est vraiment une fonction de plus en plus centrale, transverse, qui est un contributeur important à la stratégie des entreprises, et dont le champ d'action
déborde des chants traditionnels que l'on connaissait auparavant et qui s'intéresse beaucoup à des réflexions sociétales, l'innovation, la responsabilité. Donc nous avons souhaité réunir une table ronde de 3 ou 2 intervenants qui, on le verra bien, qui finalement nous permettront, je pense, de nous enrichir, de confronter des points de vue, des regards croisés dans cet esprit qui nous anime. De sortir enrichi, évidemment, et de façon la plus concrète possible. Merci beaucoup, Gilles Allard, de ce mot d'introduction. Lorraine Gave, je le rappelle, déléguée générale d'ADI. Quand on a un rendez-vous comme ça, dans ce lieu, avec autant de personnes, évidemment, il faut des partenaires. Et vous avez un petit mot à dire à ces partenaires indispensables pour la bonne tenue de ce rendez-vous. Bonsoir. Oui, effectivement, un mot sur les partenaires, sans qui l'ADI ne pourrait pas faire aussi bien tout ce qu'elle fait et tout ce qu'elle produit. Vous le savez, comme Gilles vient de le rappeler, l'ADI a une activité très dense et très soutenue. Et tout ce que nous produisons et tout ce que nous portons, ce sont des choses qui sont faites par nos adhérents et pour nos adhérents, mais c'est autant de choses qu'on ne pourrait pas faire sans nos partenaires qui nous accompagnent quasiment au quotidien et qui font parfois, à certains moments, partie intégrante de la vie de l'association. Alors nous sommes très fiers, et moi en particulier, de réussir à nouer des relations de confiance qui sont à la fois respectueuses et fructueuses. Ce soir, je tiens notamment à remercier nos partenaires qui nous ont accompagnés et soutenus et qui nous permettent d'organiser cet événement. Donc je salue et je remercie Covivio, Essor, Cardam, le CIMI et Businessimo. Et je voudrais donner une mention spéciale, particulière à nos grands partenaires que sont ICAD et Nexity. Alors ICAD, c'est un partenaire historique de l'ADI. Et à ce titre, je remercie Olivier Vignol, qui est présent ici ce soir, mais surtout Marianne de Battisti, ses équipes, qui sont à nos côtés là aussi très régulièrement et nous aident et nous conseillent sur certaines choses et nous permettent de grandir, nous aussi, au niveau de la délégation générale. ICAD a vu évoluer et se transformer l'association dès la première publication qu'on a réalisée en 2015 jusqu'à l'événement de ce soir. Alors, porter un regard sur les autres acteurs de la filière est absolument essentiel pour une association et un organisme professionnel comme le nôtre. Et c'est pour ça que Nexity, en la personne de Véronique Bédag, que je remercie vivement, a choisi de nous soutenir et de nous accompagner ce soir sur le rendez-vous annuel. Mais Nexity est allé plus loin, puisqu'il a aussi choisi, alors je ne sais pas si on dit il ou elle, mais Nexity a choisi en 2019 d'intégrer le club des partenaires de l'ADI, qui fonctionne depuis 2-3 années, pour soutenir en fait globalement notre activité et l'ensemble de notre programmation. Donc voilà, plus que jamais, ce que je voulais vous dire, c'est que l'ADI, c'est un collectif ouvert et connecté sur son écosystème. C'est vraiment l'ADN de notre association et je crois qu'on le partage tous. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Lorraine Gave. Et merci évidemment aux partenaires d'ADI qui seront sur scène un peu plus tard pour remettre les trophées. Je vous laisse rejoindre votre siège. Bon, bien, nous serons 2. Enfin, nous serons 3. Chaque année, donc, on l'a compris, l'objectif d'ADI, c'est, à travers ces rendez-vous, c'est de s'emparer de sujets, de prospective et de voir quel est le lien avec votre métier, le métier de directeur immobilier, dont on sait, dont on dit que c'est un véritable connecteur urbain. Et on va le voir sans doute un peu plus que les années précédentes ce soir. L'objectif, c'est également de montrer à quel point vous avez un rôle stratégique à la fois dans votre entreprise, vous en êtes sans doute conscient, tout qu'on l'espère, mais aussi en dehors de votre entreprise. Et c'est une prise de conscience qu'il faut peut-être avoir ce soir. On va essayer évidemment de l'avoir ensemble. Responsabilité sociale, c'était des mots qu'on avait déjà entendus. Développement durable, ça fait désormais partie du vocabulaire usuel. Le contexte évolue, les enjeux sont importants, mais ce soir, on va donc parler de la responsabilité territoriale, qui découle d'ailleurs peut-être sans doute de ces 2 précédents enjeux. Et je vous demande d'accueillir 2 invités avec moi. Stéphane Richard, PDG d'Orange, et Jacques Gaudron, président du Club des entreprises du Grand Paris et président de l'Institut des hautes études des métropoles. Allez-y. Je vous laisse vous asseoir, messieurs. Alors, je vous remercie d'autant plus que nous devions être 3 et que nous sommes 2, donc merci d'être là. C'est un vrai merci. Parce que oui, on va croiser les doigts pour que
Martin Vanier, donc géographe, nous rejoint. On espère surtout qu'il n'y a pas de problème grave. En préparant ce rendez-vous, notamment Stéphane Richard, j'étais surpris d'apprendre qu'en dehors de vos fonctions de PDG d'Orange, ce sujet-là, c'était quelque chose qui vous intéressait à titre personnel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes intéressé par ce sujet-là? D'abord, il y a une raison personnelle, beaucoup le savent, j'ai trempé dans l'immobilier quand même, pas mal. Je ne sais pas si beaucoup de personnes sont au courant, en fait. Ouais. En fait, j'ai commencé ma vie professionnelle dans l'appareil d'État, puis assez rapidement dans le privé, dans un groupe qui s'appelait la Compagnie Générale des Eaux. C'était à la fin des années 80. Non, c'était au début des années 80. Au début des années 90. Moi. Et dans la Compagnie Générale des Eaux, il y avait beaucoup d'immobilier. Il y avait beaucoup de choses à la Défense, la SARI, ça doit peut-être vous rappeler quelque chose. Il y avait un truc extraordinaire que le président de la Compagnie Générale des Eaux, qui était un monsieur mystérieux, incroyable, monsieur Dejoigny, appelait le secteur pèlerin. Alors le secteur pèlerin, c'était un ensemble de choses dans lesquelles il y avait de la promotion immobilière, mais il y avait aussi beaucoup de grands actifs, des tours, le CNIT, etc. Donc il y avait ça. Et puis il y avait une autre société qui s'appelait la Compagnie Immobilière Phoenix, peut-être aussi ça. Certains d'entre vous se souviennent de cela, qui était un ensemble assez hétéroclite avec des activités immobilières, des maisons individuelles, les maisons Phoenix, d'immobilier de loisirs. Bref, et donc moi arrivant dans cette entreprise, j'ai été assez rapidement chargé de faire le ménage, en tout cas déjà faire un inventaire, ce qui était compliqué, et ensuite essayer de restructurer un peu ces activités immobilières. Ça nous a conduit à créer une structure immobilière qui s'appelait la CGIS, Compagnie Générale d'Immobilier et de Services, pas très original. Et puis ensuite, on a fait l'acquisition d'un promoteur immobilier, le groupe Georges V, qui était dans la société historique de Bernard Arnault, en fait. C'est ce qui a donné, entre autres, une association d'hommes, entre Alain Dinin et moi-même. Donc ça, c'était à la fin des années 90. On a créé Nexity. Voilà. Je revendique un peu la paternité du nom, d'ailleurs. Parce que, pourquoi? Racontez l'histoire. On a fait une recherche de nom, puisque on voulait avoir une signature nouvelle quand on a créé cette entreprise. Et on a regardé plein de possibilités. Et puis à la fin, il a fallu trancher. Et on a effectivement choisi ce nom de Nexity avec Alain. Et puis tout ça, ensuite, a donné lieu à une opération de sortie, puisque la Générale des Eaux est devenue Vivendi, puis Vivendi Universal. C'était l'époque de Jean-Marie Messier, qui voulait aller voguer vers la communication, les médias. Il s'est donc débarrassé, si je puis dire, des deux activités un peu historiques qu'il y avait, le bâtiment avec Vinci. On connaît maintenant ce que Vinci est devenu. Et puis Nexity. Donc en 2000, on a fait un LBO sur Nexity, qui était piloté par Alain Dinin et moi-même. On a fait route ensemble jusqu'en 2003. Et puis après, en 2003, nos chemins se sont séparés. Alain a pris en charge Nexity avec le succès qu'on connaît. Et moi-même, j'ai fait autre chose. Voilà, donc ça a été quand même quelques années importantes de ma vie. Et c'est vrai que j'aime beaucoup cette activité. Je trouve que le métier de l'immobilier est un métier passionnant parce qu'en fait, on y trouve à peu près tout. Toutes les compétences, un peu toutes les compétences techniques sans doute, mais aussi beaucoup d'intuition, beaucoup de capacité d'anticipation, la prise de risque, le côté artistique, esthétique aussi avec les architectes. Voilà, c'est un métier finalement très complet et une activité très complète, très humaine, puisque au fond on construit, vous construisez maintenant, les promoteurs construisent des bâtiments pour que les gens y vivent, y travaillent dans les meilleures conditions possibles, en essayant de coller aussi aux tendances de l'époque. Donc c'est une très belle activité. Donc j'ai une tendresse particulière pour ce domaine de l'immobilier. Et c'est le deuxième point, en tant que, maintenant depuis 10 ans, patron d'Orange, je peux mesurer combien cette question est essentielle dans la vie de l'entreprise, dans la transformation de l'entreprise, dans sa capacité à relever un certain nombre de défis. Nous, on est une entreprise de technologie, on est une entreprise de services, on a 150 000 salariés dans le monde, on a 260 millions de clients dans une trentaine de pays.
On investit beaucoup, 8 milliards d'euros par an, essentiellement dans des réseaux de communication et avec des générations de technologies qui se succèdent. Pour faire tout ça, il faut beaucoup d'immobilier. Et il faut beaucoup d'immobilier technique, beaucoup d'immobilier tertiaire. En France, on a encore près de 20 000 sites, dont plus de 300 ont plus de 50 occupants. Donc vous voyez qu'on a une présence territoriale énorme. On a plus de 5 millions de mètres carrés. Donc on a une emprise immobilière qui est très très forte, très importante. On a une direction immobilière pilotée par Bertrand Jasson, que je vois ici, avec 450 personnes, dont 300 sont en région d'ailleurs, on va en parler. Donc j'ai pu mesurer aussi dans mes responsabilités aujourd'hui chez Orange combien cette question de l'immobilier, disons du cadre de vie que nous offrons à nos employés finalement, est absolument essentiel pour leur confort, bien entendu, pour leur épanouissement dans l'entreprise et pour la capacité aussi de faire coller, disons, notre politique immobilière avec la politique de l'entreprise. On en reparle dans un instant dans le détail, on va rentrer. Avant cela, question à Jacques Gaudron. Alors je précise, 2 casquettes. Jacques Gaudron, président du Club des entreprises du Grand Paris, mais également président de l'Institut des hautes études des métropoles. On va juste sur le Club des entreprises du Grand Paris, on parle de responsabilité territoriale des entreprises, on parle du Grand Paris. Quel est votre travail en tant que président de ce club? C'est un travail de veille, c'est ça? C'est-à-dire que vous travaillez sur les projets, les grands projets qui vont être articulés ou qui sont en cours, c'est ça? Alors au Club des entreprises du Grand Paris, on ne travaille pas. C'est le Grand Paris qui travaille. Évidemment. Donc nous, Vous surveillez le travail, voilà. Vous veillez le travail. Ce qu'on essaie de faire dans le cadre de ce club, dont certaines entreprises qui sont là sont membres, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe et ce qui ne se passe pas. Alors il y a plein de points de suspension d'ailleurs ce que je viens de dire, mais c'est vrai que le Grand Paris étant une ville-monde, il y a un peu un effet qu'on subit ici d'ailleurs, un peu d'éblouissement. Il y a tellement de projets que les projets s'éblouissent les uns les autres. Donc on n'y voit pas très clair. Et c'est d'ailleurs une richesse, ce foisonnement de projets. Et donc ce club des entreprises du Grand Paris a comme mission ou comme proposition de valeur d'essayer d'y voir clair dans cet univers un peu éblouissant des projets du Grand Paris. Voilà. J'imagine qu'en plus, il y a des projets complètement différents. On est dans un grand écart total entre l'hôpital d'Orsay, entre des nouveaux espaces. On est vraiment dans des projets qui sont à un point de différenciation extrême. En effet, on dit qu'il n'y a pas de projet du Grand Paris au singulier, c'est vrai, pour des tas de raisons, notamment institutionnelles, de gouvernance. Bon, tout le monde est un peu en attente d'une gouvernance un peu idéale, d'une organisation institutionnelle qui fait qu'il y aurait un projet au singulier du Grand Paris. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a des tas de projets au pluriel, et comme vous le dites, qui sont petits, moyens, gros, il y en a partout. Ils sont en réalité intéressants globalement, et ça va nous renvoyer à notre échange sur les territoires. Ce qui est important, c'est de voir ce que produit ce territoire, qui est très particulier, du Grand Paris, et de voir s'il y a une intelligence, une logique et une valeur territoriale spécifique de tout ce qui se fait, et tout ce qui est fait notamment par les entreprises qui sont là. Vous nous expliquez notamment ce que c'est que la notion de driver métropolitain. Stéphane Richard, situation particulière chez Orange, parce que vous parliez tout à l'heure du nombre de mètres carrés. En même temps, il est en forte diminution, mais vous restez extrêmement présent sur l'ensemble du territoire. Comment ça se gère quand on réfléchit comme ça, en termes de responsabilité, d'implantation territoriale? Comment on le gère quand on est patron d'Orange, avec cette diminution d'un côté et en même temps ce besoin vital d'être présent partout? Alors si on regarde les chiffres, on a, je l'ai dit tout à l'heure, on a 5,4 millions de mètres carrés aujourd'hui. Quand je dis on n'est pas propriétaire de cet ensemble-là, mais on utilise ces locaux. Il y a 20 ans, on avait exactement le double, 10 millions. Donc c'est vrai que c'est une division quasiment par 2. Là, je ne parle que de la France, évidemment. On a évidemment dans le même temps aussi des effectifs qui ont baissé assez substantiellement, pas par 2, mais quand même d'un facteur important. Moi, je dirais d'abord en introduction que ma vision de l'immobilier pour l'entreprise, c'est quand même d'abord que l'immobilier, il doit être là où on en a besoin pour les activités de l'entreprise. C'est déjà la première des responsabilités, c'est on s'implante là où on a besoin de nous. Voilà, c'est même ça d'abord qui doit guider les choix. Bien sûr qu'il y a d'autres considérations, il y a l'équilibre des territoires, on en dira peut-être un mot, mais la première chose qu'on doit faire, c'est essayer de placer nos moyens immobiliers là où on a besoin d'être. On a besoin d'être en face de nos clients. On a, par exemple, 600 boutiques, nous, aujourd'hui, en France,
dont 80% sont en région. Alors, il y a des tailles différentes, mais parce qu'on est là où sont nos clients, bien évidemment. Et on a une règle sur notre réseau de boutiques qui est d'être au maximum à 30 minutes de tous nos clients sur le territoire national. Et puis on a beaucoup de sites techniques. Sur les 19 000, un peu plus, sites que nous avons aujourd'hui en France, il y en a à peu près 60% qui sont techniques, 40% tertiaires. Les sites techniques, bien évidemment, ils sont liés à la capillarité des réseaux fixes et mobiles que nous exploitons. On a plus de 22 000 sites mobiles, on a des millions, même des dizaines de millions de kilomètres de fibres optiques ou de câbles, ou de cuivre plutôt, un peu partout sur le territoire. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'on est une entreprise territoriale par nature, parce qu'on exploite et on gère un réseau de communication qui irrigue tout le pays jusqu'au moindre, au hameau le plus reculé. Une fois qu'on a dit cela, bien entendu, il y a d'autres considérations qui s'imposent à nous, parce que il y a aussi beaucoup de moyens transverses qui sont nécessaires dans notre activité, d'autant plus que Orange est une entreprise mondiale, a son siège en France, et donc a aussi quelques grandes fonctions transverses en France. Je vais prendre l'innovation, par exemple. On a plus de 3000 personnes qui sont dans la chaîne de l'innovation. L'essentiel sont en France. Donc, on voit bien que pour ces types de fonctions-là, on a toujours à un moment le choix ou la possibilité de les installer quelque part sur le territoire, en région parisienne ou ailleurs sur le territoire. Ce qu'on observe chez nous, c'est que même si on a toujours cette implantation forte dans les territoires, j'ai donné quelques chiffres, on a quand même tendance à avoir progressivement une forme de centralisation sur la région Île-de-France. Pas nécessairement parce qu'on a plus de projets en Île-de-France. 40% des emplois, c'est ça l'Île-de-France? Oui, on a 38% exactement, okay, des effectifs en Île-de-France. C'est un chiffre qui a tendance à augmenter. Pourquoi? Parce que comme globalement les effectifs baissent, d'à peu près 4000 quand même unités par an, depuis plusieurs années, en ne remplaçant pas tous les départs à la retraite, tout simplement, on a plus de baisse dans les régions aujourd'hui pour diverses raisons qu'en Île-de-France. Donc on a un phénomène de concentration progressive dans la région Île-de-France qui n'est pas forcément un choix délibéré de l'entreprise, mais qui est simplement le résultat d'évolutions tendancielles. Une des questions pour nous, c'est de savoir comment on lutte contre ça. Non pas parce qu'on n'est pas heureux d'être en Île-de-France, on est très bien en Île-de-France, mais c'est vrai que cette concentration, elle pose un certain nombre de problèmes. Et d'abord parce qu'on a une responsabilité en effet territoriale. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a engagé un certain nombre d'actions pour essayer de, je dirais pas rééquilibrer, mais en tout cas arrêter ce phénomène de concentration, notamment en essayant d'implanter en province, dans les territoires, des fonctions centrales qui, sinon, iraient naturellement dans la région Île-de-France. Bon, c'est très compliqué, on en parlera sans doute. Il y a des questions évidemment de mobilité des personnes qui sont un sujet hautement compliqué. On en a entendu parler, particulièrement en France, là aussi ouais. On peut faire des comparaisons aussi avec d'autres pays. Nous, bon, c'est un sujet qui est particulièrement difficile en France. Et c'est le dernier point, il faut aussi réfléchir à cette question des territoires en prenant en compte aussi les nouvelles façons de travailler, les nouvelles technologies. Et je vous donnerai juste ce chiffre. Quand je suis arrivé chez Orange, donc il y a à peu près 10 ans, on avait 700 salariés en télétravail. Aujourd'hui, on en a 25 000. On a 25 000 salariés en France qui pratiquent de façon plus ou moins forte le télétravail. Donc vous voyez bien que la question de la localisation des équipes, des effectifs, elle ne se pose pas du tout de la même façon quand on a aujourd'hui pratiquement un quart de nos effectifs qui travaillent ponctuellement ou régulièrement en télétravail. Jacques Gaudron, je rebondis sur les propos de Stéphane Richard. J'entends télétravail, je pense aussi coworking. C'est aussi quelque chose qui est important, ce nouveau phénomène. Vous l'appréhendez particulièrement? Alors le coworking, c'est une manifestation d'une tendance assez lourde qui est celle de la métropolisation. Alors on va en parler assez froidement parce que c'est un terme qui suscite assez vite des passions. Bon, la métropolisation, en gros, c'est quoi? C'est constater une nécessité pour les entreprises de rassembler dans des endroits particuliers que sont ces métropoles un maximum de ressources et qui sont de plus en plus des ressources humaines.
y compris tout ce qui va derrière. Je pense à l'information, je pense à tout ce qui relève des compétences, etc. Au 19e, on était en gros dans une économie, pour être schématique, de production, et l'entreprise s'installait là où on pouvait exploiter l'endroit où on était. Au XXe siècle, on était dans une société de consommation, et le rapport entre l'entreprise et le territoire, il était un peu plus distant, et ce qui comptait surtout, c'était d'avoir des clients. Et on employait un terme qui était la zone de chalandise. Et au XXIe siècle, on sait tous qu'on est dans une économie de l'innovation. Et cette innovation, elle se fait où? Elle se fait dans des endroits très particuliers, qu'on appelle des pôles, qui sont le plus souvent des pôles urbains, où on va trouver des gens qui créent de la valeur, qui sont des chercheurs, qui sont des créateurs, qui sont des étudiants, qui sont des enseignants, qui sont des gens qui réfléchissent et qui produisent et qui créent. Et l'enjeu de cette économie de l'innovation, c'est que tous ces gens-là soient le plus près possible. Ce n'est pas 20 minutes, c'est qu'ils soient à 1 minute de la machine à café où ils vont se voir et discuter ensemble. Et je réponds à votre question sur le coworking. C'est quoi le coworking finalement? C'est proposer des solutions temporaires, légères, qui ne nécessitent pas, j'en parlais avec Philippe Pelletier, des baux de 369 ou plus, et qui donc permettent à des entreprises sur des sujets relativement immédiats de mettre ensemble des gens qui vont y travailler sans s'engager dans des coûts fixes gigantesques qui soient pénalisants, et surtout des gens qui vont pouvoir se mélanger dans des formats qui sont à la fois volatiles et assez instantanés, et créer cette fameuse valeur dont on a besoin dans cette société de l'innovation. Je vous demande de prendre votre deuxième casquette, celle de président de l'Institut des hautes études des métropoles, et de nous expliquer ce que c'est que cette notion de driver métropolitain. Ce sont des critères de performance qui permettent d'évaluer la situation, d'évaluer la responsabilité, l'engagement? Alors, effectivement, si on revient au sujet qui est vers une responsabilité territoriale des entreprises, une des questions que vous posez, c'est quel est le rôle de l'entreprise dans le développement du territoire? Totalement. Le rapport entre l'entreprise et le territoire, il a beaucoup évolué. Et là aussi, pour être schématique, il y a quelques dizaines d'années, l'entreprise, on va dire, utilisait le territoire. C'est ce qu'on disait, elle exploitait ses ressources. Le rapport était assez simple, et on parlait même de territoire servant. Bon. Aujourd'hui, pour faire très court, le rapport entre l'entreprise et le territoire, c'est une alchimie qui est très très complexe, avec des interdépendances très nombreuses. Et pour donner un chiffre, si on considère, Monsieur le Président, que sur 100 de PNB en France, il y a en gros 50, la moitié, qui passent ou qui relèvent de l'économie publique au sens large. Si je prends le ratio des prélèvements, si je prends le ratio... En gros, la moitié de l'économie, elle passe par des canaux publics et donc quelque part par des canaux territoriaux au sens institutionnel, collectivité territoriale, aménagement du territoire, etc. Et donc aujourd'hui, quand vous produisez 100 de valeur ajoutée, vraisemblablement, si je fais une moyenne, vous avez 50 qui viennent du territoire. Et ça veut dire que dans cette production de valeur ajoutée, si ces 50 qui viennent du territoire sont pas bons, pas très performants, pas assez efficaces, eh ben, votre produit final, il en souffre. Et quand on parle des ressources humaines, quand on parle des implantations, quand on parle de tous les intrants qu'il faut maintenant dans des produits du XXIe siècle, ce que produit le territoire est hyper important et de plus en plus. Donc le rapport entre l'entreprise et le territoire, et quand je dis le rapport, c'est ce qu'on s'apporte mutuellement les uns aux autres, devient très complexe, très subtil, et il passe d'un rapport, on va dire, d'usage à un rapport d'intelligence. Et c'est là où ça se complique. Ça peut se comprendre. Stéphane Richard, quelle relation, justement, et pourquoi, parmi les nouveaux projets, le Bridge, c'est le nouveau siège qui va être installé à Issy-les-Moulineaux. Alors, moi, je passe tous les matins avec mon scooter sur le périphérique. Je vois à quel point Issy-les-Moulineaux, avant d'arriver à BFM TV, a complètement changé. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez décidé que vous alliez vous installer là-bas? Est-ce que c'est le cercle vertueux, il y a beaucoup d'entreprises? Est-ce qu'il y a des avantages particuliers? Est-ce qu'il y a une espèce de nouveau territoire de proximité? Qu'est-ce qui a déclenché le fait que vous dites, moi, PDG d'Orange, et évidemment avec tous ceux qui doivent décider avec vous, on va aller là-bas? Est-ce qu'il y a une forme de responsabilité? C'est un choix. Comment vous l'expliquez? Bon, tout d'abord, nous sommes engagés, depuis quelques années, dans une politique assez volontariste de renouvellement de l'immobilier, en nous concentrant sur un certain nombre de grands projets un peu emblématiques, à la fois dans une logique de rationalisation, de regroupement d'équipes.
On a trop de sites, j'ai évoqué les 19 000 sites, il y en a plus de 300, je crois que 315 exactement, dans lesquels il y a plus de 50 salariés. Donc il y a un éparpillement qui est quand même, rien qu'en région parisienne, on a plus de 50 sites importants. Donc rationalisation, regroupement, et aussi capacité de trouver des environnements de travail qui nous permettent d'accueillir les nouveaux modes de travail. On a parlé du coworking, ça n'est évidemment qu'un exemple, mais globalement, pour pouvoir, et c'est très important pour nous, pour nos métiers, mettre en œuvre, pas forcément de façon systématique, mais en tout cas là où c'est nécessaire, les nouveaux modes d'organisation du travail, le mode agile en particulier, on a besoin d'adapter aussi nos locaux. Il y a beaucoup d'implantations historiques d'Orange dans lesquelles c'était simplement pas possible. Donc on s'est engagé dans cette politique de renouvellement de notre parc immobilier, et si vous voulez, à l'heure actuelle, la direction de l'immobilier conduit 18 grands projets. Ça représente 275 000 mètres carrés. Ça va concerner 17 500 salariés. Vous voyez que c'est quand même très important. Et parmi ces grands projets, il y a le siège. Avant le siège, on a construit un immeuble important. J'en dis un mot parce que ça a été un peu le premier acte fort, je dirais, qui illustre un peu ce pan immobilier de notre stratégie, qui a été la construction du campus Orange Gardens à Châtillon, où en fait on a regroupé un peu plus de 3000 personnes qui travaillent dans les métiers de l'innovation. Historiquement, on avait un site à Issy-les-Moulineaux qui s'appelait le CNET, qui était donc l'ancien stand de recherche de télécom public, et qui était au centre d'Issy-les-Moulineaux. Peut-être certains d'entre vous connaissent cet endroit. Il se trouve qu'il était d'abord pas très adapté, et puis ensuite, surtout, il y avait un projet immobilier important sur ce site. Donc on a été un peu gentiment poussé dehors aussi par la ville et par la Caisse des dépôts, citons-la, puisque c'est elle qui était aussi propriétaire de ce site. Et donc on a un peu rebondi sur cette situation pour faire ce projet à Châtillon. On l'a construit, 70 000 mètres carrés, et je dirais c'est la conception de ce site, qui est maintenant installé depuis 3 ans, utilisé depuis 3 ans, a été un peu le premier acte qu'on a posé. Le siège, ça mérite juste 2 minutes d'historique, parce que c'est toujours amusant de voir un peu d'où on vient, y compris sur le plan immobilier. L'immobilier, c'est souvent très représentatif de l'histoire. Effectivement, bon, en fait, les télécoms, c'était d'abord une administration. Et donc, c'était avenue de Ségur au ministère des Postes et Télécommunications. Et quand, au milieu des années 80, on a décidé que ça allait devenir, pas tout de suite une entreprise, mais déjà quelque chose d'un peu séparé, un établissement public qui avait un statut particulier, très vite, les gens qui s'en occupaient à l'époque se sont dit, on ne peut pas rester au ministère, parce que d'abord, on a besoin d'affirmer un peu notre indépendance, et évidemment, le ministère, lui, voulait absolument garder l'exploitant sur place. Bon, donc il y a eu une petite course de vitesse, et finalement, c'est quand même l'entreprise qui a gagné la course de vitesse. Elle s'est installée dans un immeuble, place d'Alleray. Peut-être vous connaissez cet immeuble. On ne peut pas dire que ça soit une prouesse architecturale ou même un cadre de travail qui peut-être pouvait incarner le siège d'une multinationale comme Orange, enfin France Télécom à l'époque. Mais donc, il y avait un petit peu la nécessité d'aller vite. Et donc, il y a eu cette première installation place d'Alleray, dans un site quand même amusant, puisque c'était le site du premier, on va dire, grand réseau de communication de l'histoire. C'était le télégraphe Chappe, peut-être vous connaissez ça, au 19e siècle. Enfin, ça, c'est un clin d'œil. Ensuite, ce site d'Alleray, quelques années après, enfin 15 ans après, on a dû le libérer pour des problèmes d'amiante, et on a cherché, là c'était sous ma responsabilité, un endroit pas trop loin, parce qu'on ne voulait pas trop bousculer nos salariés, à peu près 1 millier qui travaillaient sur ce site d'Alleray. Et il se trouve qu'à l'époque, on a trouvé, c'est le pur hasard, une petite tour, rue Olivier de Serres, dans laquelle on est aujourd'hui, dans laquelle on s'est donc installé. Honnêtement, on ne cherchait pas particulièrement, je le dis là devant Bertrand Jasson qui est devant moi, on ne cherchait pas particulièrement un siège social. On n'a pas engagé une recherche en se disant on ne peut pas rester sur ce site, on aurait très bien pu y rester quelques années de plus. De temps en temps, l'occasion fait le larron, et il se trouve que, comme on regarde un peu tout ce qui se passe, les projets, en particulier dans la région parisienne,
on a eu connaissance de ce projet qui donc n'a pas été fait pour nous au départ, qui existait, à Issy-les-Moulineaux. Et on a été séduit par le projet lui-même, l'architecture du projet, Jean-Paul Viguier, ce qu'on pouvait y faire. Et on a commencé à y réfléchir, on s'est dit, finalement, comme on sait qu'on ne va pas rester éternellement sur cet immeuble de la rue Olivier de Serres, qui est bien, mais qui a quand même un certain nombre de défauts, qui ne nous permet pas de faire le grand projet de siège que moi je voulais faire, qu'on n'a jamais eu. Ça va être le premier siège de l'entreprise, de son histoire, fait pour elle, et un peu de la façon dont on veut le faire. Donc je me suis dit que c'était une occasion qu'il fallait saisir, donc on a travaillé dessus. Et qu'est-ce qu'on va faire à Bridge? Donc Bridge, c'est le nom de cet immeuble. C'est un immeuble de 55 000 m² qui va accueillir un peu plus de 3 000 salariés. C'est un immeuble qu'on essaye vraiment d'aménager, de concevoir, en intégrant le maximum de ce qui est disponible aujourd'hui et de ce qu'on pense qui sera disponible dans quelques années, en termes de technologie d'abord. Donc il y aura des accès sans contact partout, il y aura la 5G, puisque le site va être équipé 5G, ce sera je pense un des premiers grands sites tertiaires à avoir la 5G fin 2020, début 2021. Pour un certain nombre d'usages, il n'y aura pas encore des terminaux au grand public, mais enfin on pourra faire déjà pas mal de choses avec la 5G. Beaucoup d'espaces de coworking, beaucoup d'espaces qui se sont aménagés justement pour abriter le mode de travail One Roof, les modes agiles. On va avoir un mix d'activités dans Bridge dans lequel il y aura des services de siège, mais aussi des activités opérationnelles. Moi, j'y tenais beaucoup. Notamment, il y aura une grosse agence entreprise. Voilà, donc ça va être un peu la vitrine de, au fond, ce qu'on essaie de faire dans le groupe, dans beaucoup d'autres sites. Je l'ai dit, 18 projets, dont Bridge, qui sera le siège. Et pour moi, c'est plutôt été de l'opportunisme immobilier, si l'on peut dire, puisqu'on a saisi cette occasion qui nous était offerte. Mais maintenant, on travaille beaucoup sur ce projet et on veut en faire vraiment la vitrine du groupe. Une question à tous les deux. Avec notre ami qui est absent ce soir, il évoquait, il est géographe, donc voilà, il évoquait en fait parfois le besoin pour les entreprises ou les bienfaits pour une entreprise en termes de responsabilité et d'implantation d'une atmosphère collective. Alors, Jacques Gaudron, est-ce que ça suscite quelque chose pour vous? Je pense là, je rebondis là-dessus parce que je pense notamment à Issy-les-Moulineaux. Alors sans prendre cet exemple-là, est-ce que une entreprise, quand elle s'implante, sa responsabilité, c'est aussi d'aller, ou sa volonté, c'est aussi d'aller chercher cela et de participer au développement du territoire et de participer à ceux qui ont déjà participé au développement du territoire? Est-ce qu'il y a une théorie des dominos comme ça? Dominos, je ne sais pas. Mais ce qui est clair, c'est que, on l'a dit, l'entreprise, dans les temps plus anciens, utilisait les ressources que proposait le territoire. Et aujourd'hui, l'enjeu, il est inverse. D'accord. D'ailleurs, vous le dites très bien dans ce que vous racontez, l'histoire d'Orange. Aujourd'hui, l'entreprise, elle est attendue par le territoire, même espérée dans certains cas, lorsqu'il en manque. Et la complexité, mais aussi l'intérêt, et je reviens à votre question, c'est qu'une partie des enjeux et des problèmes du territoire, en fait, ils sont un peu les mêmes que ceux qu'a l'entreprise en interne. Je vais prendre 2-3 exemples. La question du développement durable, par exemple. Bon, la question du développement durable, le territoire, là, évidemment, vous avez parlé de la mobilité, vous avez parlé des transitions énergétiques, etc. Dans l'entreprise, on l'a aussi. La question du digital, Orange, par exemple, les territoires en souffrance, fracture numérique, etc. Mais aussi, qu'est-ce qu'on fait du digital, le data, la gestion de tout ça. Bon, les entreprises ont les mêmes questions. La sécurité qui est un enjeu évident dans les territoires, c'est aussi un enjeu évident dans les entreprises. La formation, on se plaint de ne pas pouvoir recruter comme on le voudrait partout en France, des collaborateurs, des collaboratrices. Les entreprises ont le même problème. En réalité, quand vous regardez bien, de plus en plus, les territoires, et en particulier les territoires urbains, pour ne pas parler des métropoles, deviennent des territoires à risque, deviennent des endroits où la vie est compliquée, pour ne pas dire difficile. Et les difficultés qu'il y a à résoudre, les entreprises, il se trouve qu'elles ont aussi les mêmes à résoudre. Et donc, je réponds à votre question. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on assiste à une nécessité. J'appelle ça la transpiration positive. L'entreprise doit exporter, faire transpirer dans un sens positif, toute une série de savoir-faire, de compétences, de comportements, de ressources humaines et autres
au profit du territoire qui en a besoin. Pourquoi? Parce que les enjeux, finalement, ils se retrouvent. Stéphane Richard, une réaction sur ce qu'il disait monsieur Gaudron, peut-être? Oui, je pense que dans cette imbrication en fait, entre les projets des entreprises, les grands projets des entreprises et les territoires, il y a une dimension qui est quand même essentielle, qui est la dimension humaine pour les salariés qui s'installent sur ces sites, mais aussi, j'insiste beaucoup là-dessus, par rapport à l'attractivité aussi que nos implantations doivent avoir dans la compétition pour les compétences et les talents qui sévit aujourd'hui. Je vais prendre une illustration de ça, qui est un domaine dans lequel nous, on a beaucoup investi ces dernières années, qui est celui de la cybersécurité. Bon, malheureusement, le monde digital, c'est formidable, ça c'est bien, ça apporte beaucoup de progrès, beaucoup de nouveaux services, beaucoup de possibilités, mais ça comporte aussi beaucoup de risques, et en particulier, on assiste à une explosion du risque cyber, sous des formes d'ailleurs très, très différentes, mais de plus en plus massives, avec des conséquences parfois dramatiques pour les entreprises, on a commencé à le voir. Il y a donc une responsabilité des grands acteurs de la technologie de constituer des vrais centres d'expertise dans ce domaine de la cybersécurité pour eux-mêmes. Et nous, en tant qu'entreprise de télécommunications, on est particulièrement exposé à ces risques aussi, et aussi pour les autres. Donc on a aujourd'hui une filiale qui s'appelle Orange Cyberdéfense, et qui est passé de 0 à 1500 salariés en 3-4 ans en fait. Il faut savoir que dans ces métiers de la cybersécurité, vous avez en moyenne 5 offres pour une personne. Nous, chaque année, on essaie de recruter environ 200 jeunes ingénieurs. On arrive péniblement à en avoir 40, 30, 40. Et encore, il y a un turnover qui est très élevé. Donc on voit bien que pour ce type de compétences, mais j'aurais pu prendre d'autres exemples dans les métiers de la data, voire dans certains métiers du marketing digital un peu pointus aujourd'hui, il y a une terrible compétition entre grandes entreprises, entre entreprises et start-up. Et donc, on a besoin d'avoir des sites et des cadres qui soient attractifs pour ce type de personnes. Et on a besoin aussi d'avoir des liens très forts entre l'activité de l'entreprise et la formation. Par exemple, à Bridge, nous allons abriter notre académie interne, Orange Campus, qui aujourd'hui est installée à Montrouge, donc dans un site différent. Mais on va tout mettre sur ce site de Bridge, parce qu'on a besoin, et on va y attribuer des surfaces beaucoup plus importantes aussi, parce qu'on a besoin de développer, d'enrichir ce lien, cet écosystème, si vous voulez, entre l'entreprise et la formation, les formations qu'il y a autour, tous les établissements de formation, des grandes écoles à des filières plus spécialisées, et d'en faire aussi nous-mêmes au cœur même de la vie des entreprises. Jacques Gaudron, quoi que nous nous sommes parlé pour préparer cette intervention, on a évidemment évoqué la situation des directeurs immobiliers. Et vous m'avez dit, alors je résume avec mes mots, hein, après vous les appropriez ou pas, ils n'ont pas forcément conscience de leur rôle. Est-ce que c'est quelque chose que vous maintenez, l'importance des directeurs immobiliers et dont parfois ils n'ont pas conscience, et comment ils peuvent retrouver cette importance à leur propre yeux? Alors, ce que je veux dire par là, c'est que, alors ce n'est pas les directeurs immobiliers en tant que tels, il se trouve qu'ils sont là dans la salle, mais c'est les entreprises. Et j'aurais un discours un peu inverse et non pas opposé au vôtre. Sous-estiment l'importance qu'elles ont vis-à-vis des territoires. Vous avez donné des exemples où l'entreprise a besoin de ressources, en particulier de ressources humaines, et on sait que dans certains cas, et souvent, et notamment dans les zones urbaines, c'est compliqué, bien qu'il y ait un marché du travail, un marché de l'emploi, de recruter, etc. Mais sortons un peu de Paris et allons dans des endroits pas forcément reculés. Il ne s'agit pas d'aller forcément en Corrèze ou au fin fond de la Haute-Marne, hein, mais allons en grande banlieue. Et qu'est-ce qu'on va constater? On va constater que des territoires sont en souffrance et manquent de compétences, de formation, d'ingénierie, de savoir-faire. Et en réalité, les entreprises qui sont là, elles les ont, ces ressources. Mais j'allais dire un petit peu, je vais vous provoquer, elles se les gardent pour elles. Et elles ne pensent pas forcément à les mettre à disposition du territoire. Elles ne pensent pas forcément à faire cette transpiration qui consisterait, je prends un ou deux exemples, à faire profiter le territoire, j'ajoute tout de suite gracieusement. Gracieusement, ne rêvons pas, les territoires n'ont plus d'argent pour acheter toutes ces compétences que les entreprises sécrètes entretiennent, mais en revanche, les territoires en ont besoin, certains territoires en ont besoin.
Et là où je vous disais que les directeurs immobiliers et les entreprises n'ont pas conscience de l'importance et de la richesse qu'ils représentent là où les entreprises exercent, c'est que dans bien des cas, les territoires ignorent même la qualité, la densité, la richesse des compétences et des savoir-faire des entreprises qui sont là, qu'elles soient industrielles, de services, peu importe. Et réciproquement, les entreprises ne pensent peut-être pas suffisamment à mettre à disposition ce qu'elles savent faire. Je pense à des choses toutes simples. Vous avez parlé de la formation. La sécurité, c'est un exemple. Mais il y a la logistique. Il y a plein de choses que les entreprises savent faire parce que c'est leur boulot de le faire et dont les territoires ont besoin. Et on ne pense pas suffisamment à aller voir les territoires pour leur dire, voilà, nous aussi, on peut vous aider. Stéphane Richard. On y pense un peu quand même. Et dans notre cas, je peux vous donner 2 exemples, je trouve, qui illustrent bien ça. Le premier, c'est qu'on a pris la décision d'installer une antenne de notre dispositif de formation interne sur la cybersécurité, précisément en banlieue, à Clichy en l'occurrence. Et on a pris cette décision à la suite d'une réunion qui a été assez passionnante, que j'ai organisée moi sur place à Clichy, avec 200 jeunes de la ville, le maire, la préfète chargée de ces territoires, des start-upers, etc. Un an. Alors, on le fait, il faut être clair, parce qu'on estime que c'est aussi une façon d'illustrer ce que vous dites exactement, hein, transpiration positive, mais c'est aussi dans notre intérêt. Et moi, je veux insister là-dessus, on n'est pas que dans l'exercice d'une forme de responsabilité, certes, elle existe, mais c'est aussi notre intérêt, parce que je l'ai dit, on a un vrai problème de pénurie d'accès à ces compétences, et c'est vrai que les banlieues, notamment, ou les quartiers plutôt, appelons ça comme ça, sont des réservoirs de compétences, et notamment dans nos métiers à nous. Pour être un hacker éthique, comme on les appelle, hein, c'est-à-dire en gros des pirates que nous employons chez nous pour nous permettre d'améliorer ou d'élever nos systèmes de défense pour nous-mêmes et pour les autres, on voit bien qu'il ne faut pas forcément toujours recruter à la sortie des grandes écoles et qu'il y a plein de compétences bien réparties sur tous les territoires. Donc c'est aussi dans l'intérêt de l'entreprise d'aller vers ces territoires. On a ouvert d'ailleurs une deuxième antenne la même unité interne à côté de Lille, dans la banlieue de Lille. Et puis, autre illustration que je voudrais donner, nous, je l'ai dit en introduction, je ne voudrais pas laisser penser qu'on s'intéresse qu'à l'Île-de-France. Ce n'était pas le cas, on avait bien compris qu'effectivement la disparité... On est très présent dans les territoires. Et je dirais à la fois, on essaye de promouvoir les territoires pour nos propres salariés. C'est pas toujours facile, non pas qu'ils ne sont pas attractifs, ces territoires, mais qu'on se heurte là aux problématiques de mobilité d'une manière générale, qui n'est pas forcément la plus grande qualité, disons, du marché de l'emploi en France, quand on compare à d'autres pays. C'est vrai, on a un pays où il y a des freins à la mobilité de toutes sortes, dont certains, on en est responsable nous-mêmes d'ailleurs, hein, donc on a vraiment à cœur, en tout cas, de promouvoir l'attractivité des territoires pour nos propres salariés, et je pourrais donner des tas d'exemples de cela. Dernière chose aussi, il faut dire que, alors que nous-mêmes, on a besoin d'être présents dans les territoires, il y a des endroits, pourtant magnifiques, et où, on peut dire, il y a une qualité de vie aussi qu'il est devenu bien difficile de trouver dans les grandes métropoles, et notamment en Île-de-France, où on a beaucoup de mal à recruter, en fait. On a beaucoup de mal à recruter, parce que l'écosystème, là aussi, de formation de ces territoires ne produit pas assez ou peu de personnes qui pourraient occuper ces emplois, que souvent, d'ailleurs, ces personnes ne souhaitent pas rester là où elles sont, mais plutôt aller vers les métropoles. Donc, c'est pas si simple. Voilà, c'est pas si simple. Et même quand on a à cœur d'aller vers cet équilibre, disons, de nos implantations et enrichissement de nos territoires, on se heurte beaucoup à pas mal de difficultés. D'où ma question tout à l'heure sur la recherche d'une atmosphère collective. On va juste une dernière question. Je voudrais, alors, pas forcément vous adressant directement à ce public, mais l'un comme l'autre, que vous donniez, non pas un conseil, hein, c'est pas ça, mais une attitude, une direction, quelque chose qui pourrait aider à la fois les gens qui nous écoutent, qui sont là ce soir, à se rendre compte justement de l'importance qu'ils ont au quotidien, et une importance qui va être croissante, si j'ai bien compris ce que vous me disiez depuis les minutes où nous sommes sur scène. Monsieur Gaudron.
Non, monsieur Richard. Oui. Vous avez été, en même temps, vous avez vraiment, ça a été, vous travaillez avec des directeurs immobiliers forcément régulièrement. Quelle est la logique, quel est l'état d'esprit, quelle est la politique, selon vous, à mener aujourd'hui quand on est directeur immobilier dans une grande entreprise? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la priorité? Moi, je crois d'abord qu'il faut concevoir ce rôle comme un rôle effectivement stratégique, c'est-à-dire aussi un rôle de conseil. Ce n'est pas seulement un rôle d'exécutant au service de décisions qui sont prises par une filière managériale et dans une logique de moyens. C'est vraiment un rôle de conseil sur les implantations, de conseil sur l'aménagement des locaux. Je pense que le directeur immobilier, il a une mission essentielle dans l'accompagnement aussi des équipes, des salariés sur les sites, ce qu'il partage avec d'autres, bien entendu, avec les RH. Mais pour moi, c'est très global, en fait. C'est-à-dire, il y a un métier de l'immobilier, je le connais un peu, et vous le connaissez tous bien, mais quand on est patron de l'immobilier d'un groupe, c'est beaucoup plus large que ça. Parce qu'il y a la question, effectivement, du conseil, du poids qu'on peut peser, qu'on peut exercer sur le choix de l'immobilier, dont on a vu qu'il est très important, et peut-être de plus en plus important avec l'arrivée de cette économie de la connaissance, de l'innovation qu'on évoquait. Alors, c'est un rôle où il faut arriver à trouver un juste équilibre entre être dans une forme de conseil, on va dire, je dirais pas directif, mais en tout cas un peu appuyé. Oui, il faut être capable d'assumer une position. C'est comment ce que vous dites. Oui, il faut avoir des convictions. Il ne faut pas se considérer comme quelqu'un qui est au service d'autres qui prennent une décision. Il faut se considérer comme partie prenante de cette décision. Donc il faut peser. Moi, je crois qu'il faut peser. Il faut essayer de le faire en travaillant avec toutes les parties prenantes à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi avec la direction, avec le dirigeant. Quand le dirigeant aime bien l'immobilier, c'est plus facile. Ça peut aider, effectivement. Oui. Mais bon, on ne demandera pas la confirmation. Ça me paraît vraiment très important. Je pense que l'implication personnelle du dirigeant dans ces sujets-là, elle est quand même essentielle. Et si je peux me permettre un dernier mot, je crois qu'il est aussi important pour les patrons d'immobilier qu'ils soient capables de ne pas céder aux effets de mode. Par exemple, en matière d'aménagement des locaux. On sait tous que dans l'immobilier, il y a eu des modes. Aujourd'hui, c'est la mode du flex, c'est la mode on parle même plus d'open space d'ailleurs. Mais non. Moi, je pense qu'il faut se méfier un peu des grands coups de balancier, des grands mouvements de balancier d'un modèle à un autre. Donc, je pense que le directeur d'immobilier, c'est quelqu'un qui doit aussi avoir le discernement de comprendre les attentes, comprendre les évolutions, les proposer, les intégrer, mais en collant aussi à une réalité sociale, une réalité humaine qui est différente d'une entreprise à l'autre, en fonction de l'âge des personnes, en fonction du métier des personnes. Et je pense qu'il faut être très pragmatique, très accommodant. Vous voyez, donc ça dessine un portrait qui est un peu complexe. Et c'est complexe mais riche. Il faut avoir des convictions, il faut être capable de peser vraiment sur les décisions. Mais en même temps, il faut être ouvert, tolérant, accommodant et ne pas, je dirais, succomber peut-être un peu trop parfois à des effets de mode dont, à mon sens, nécessairement on reviendra. Jacques Gaudron. Moi, je crois que je reviendrai à une différence un peu systémique entre l'entreprise et le territoire. L'entreprise, elle est mobile, le territoire, il est immobile. Et plus ça va, plus le territoire est immobile, et plus ça va, plus l'entreprise est mobile. Le lieu d'implantation, le lieu d'exercice, un site d'une entreprise, c'est donc un endroit très bizarre où une entreprise qui est mobile et qui pense qu'à une chose, c'est, j'allais dire, si elle pouvait, c'est partir ailleurs, dans un meilleur endroit. En réalité, elle a aussi à être là et à bien faire son travail à cet endroit. Et donc cet endroit un peu bizarre, un peu antinomique, donc le site d'exploitation, moi en tout cas c'est ce vers quoi je plaide, ce n'est pas un conseil, c'est plutôt un appel, c'est de donner au directeur immobilier un rôle qui serait peut-être d'être l'ambassadeur de l'entreprise dans cet endroit-là ou dans ces endroits-là. Et ambassadeur, pourquoi faire? Justement pour essayer de faire sortir de l'entreprise, on parlait d'externalité, externaliser, transpirer à l'extérieur toute la richesse de l'entreprise, quel que soit son métier, quelle que soit sa taille, pour que le territoire puisse
en profiter et j'allais dire mieux scotcher l'entreprise. Parce que cet enjeu de mobilité, voire de volatilité de l'entreprise, il est de plus en plus fort. Donc l'appel ou la recommandation qu'on pourrait faire aux directeurs immobiliers, soyez des ambassadeurs de l'entreprise sur tous les sites où vous exercez, où l'entreprise est présente, et le territoire en sera d'autant plus enrichi. Et je pense que les conditions d'exploitation même de l'entreprise en seront encore meilleures. Merci à tous les deux. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure en préambule, avant nos échanges. Il y aura un petit cocktail, donc vous pourrez aussi continuer les échanges et puis voir si le portrait robot qui a été dressé vous convient, si vous l'assumez et si vous en êtes fiers. Merci à tous les deux. Merci à tous. Vous ne bougez pas quelques instants, mais on peut vous applaudir. Mais vous ne bougez pas. Juste, alors les journalistes, parce que détestent les conclusions. On nous interdit de faire des conclusions dans notre travail, jamais de conclusions. Mais je vais appeler 2 personnes qui vont se charger de faire une mini-conclusion à ma place. Valérie Bédac, directrice générale déléguée en charge des clients, entreprises et collectivités de Nexity, et Olivier Vignol, directeur général d'ACID. Je vous demande de les accueillir, s'il vous plaît. Merci. Allez-y. Je vous laisse la place sur le pupitre. Allez-y. Bonsoir. Oh oui, le pupitre comme ça, il manque un intervenant, mais on n'a pas assez de micro, vous savez ce que c'est. Merci d'être sur scène. Vous êtes des acteurs immobiliers majeurs, extrêmement implantés. Question simple, la même à tous les deux. On va commencer évidemment avec Madame Bédag. Qu'avez-vous pensé de ces échanges et vous, comment vous accompagnez les entreprises sur cette question particulière de la responsabilité territoriale? Alors peut-être, dans la discussion qu'il y a eu tout à l'heure, il y avait, me semble-t-il, 2 sujets. Il y avait d'abord un équilibre Île-de-France-région. Et je pense que Stéphane l'a dit tout à l'heure, cet équilibre-là, au-delà de l'aménagement du territoire que le gouvernement peut souhaiter faire, ce qui a quand même beaucoup changé, c'est la mobilité des salariés. C'est évidemment le fait que vous, comme nous, moi j'ai des salariés qui travaillent à Nantes ou à Besançon sur des fonctions qui sont aussi exercées en centrale. Et donc il y a beaucoup plus de demandes de l'entreprise pour s'implanter en région. Stéphane, tu me disais tout à l'heure, moi, à Rennes, j'ai 20 000 personnes, il faut que je les regroupe quelque part. Cet immeuble de 20 000 personnes, il n'existe pas à Rennes, il faut que je le construise. Beaucoup d'entreprises nous disent des choses de cette nature-là. Et moi, pour la conclusion que je peux tirer, c'est que moi, cette année de fête, alors vous savez, dans l'immobilier, les chiffres d'affaires, c'est pas tout à fait linéaire. La moitié de mon chiffre d'affaires cette année, c'est en région. Et vraiment pour Nexity, c'est historique, ça n'était jamais arrivé. Donc ça se traduit en vrai par des chiffres. Et puis second sujet, alors moi je ne sais pas si j'aurais utilisé le mot de transpiration positive, moi je parle de respiration, mais je pense qu'on parle exactement de la même chose. Moi ce qui me frappe beaucoup aujourd'hui, et vous l'avez dit aussi, le rapport au territoire devient extrêmement complexe, mais extrêmement intéressant de mon point de vue. Le territoire nous demande à l'entreprise quand elle s'installe de s'installer d'une façon qu'elle ne ferait pas ailleurs. Ce que nous demandent aujourd'hui les élus, c'est vous vous installez là, je veux que vous vous installiez d'une façon qui soit cohérente avec mon territoire et qui ne pourrait pas s'exercer ailleurs. Alors Gilles m'a donné l'autorisation de parler d'Engie, du campus d'Engie sur lequel on est en train de travailler. On a un dialogue constant avec la ville, elle est toujours avec nous, on a un dialogue avec la Défense, on a un dialogue avec la métropole. Et demain, quand vous regarderez le campus d'Engie, il y a un geste urbanistique très très fort. De très loin, vous ne verrez pas le campus en réalité, parce qu'il est dans la ville. On n'a pas de rue qui s'arrête sur le campus respire, et on voit la continuité de la ville dans le campus. Et puis on nous a demandé, Gilles, et vous l'aviez accepté, par exemple, d'ouvrir le jardin du campus pendant les week-ends en partie. Vous avez proposé à la ville de mettre à disposition le cœur de campus pour certains événements. Et puis évidemment, demain, on va nous demander, je te préviens Gilles, prépare-toi, une respiration, une transpiration positive supplémentaire. On va demander à Engie de s'ouvrir sur la ville, de respirer avec la ville. On va avoir du cowork ouvert, je te le promets. Et vraiment quelque chose qui circule. Il y a quelque chose qui circule et qui s'accroche au territoire. La ville donne au territoire et le territoire donne à la ville. Moi, je trouve ça absolument... C'est mon passé qui fait ça. Mais je trouve ça absolument passionnant. C'est complexe, mais c'est vraiment merveilleux. Les messages et les défis sont lancés. Alors, je vous prie, parce qu'on me dit dans l'oreillette que je n'ai pas, qu'a priori, je vous ai attribué un prénom qui n'était pas le vôtre. Oui, mais moi, j'ai l'habitude... dans ma génération, on s'appelait soit Véronique, soit Valérie, donc j'ai un esprit très simple. Je réponds à Valérie et Véronique, mais mon prénom, c'est vraiment Véronique. J'ai pourtant l'habitude des prompteurs. C'est marqué ici, c'est marqué ici. Je vous prie de m'excuser, Véronique Bédac. Merci beaucoup.
En fait, c'est parce que comme j'ai un prénom un peu compliqué, qui a souvent été massacré, encore une fois, donc je vous prie de m'excuser. Moi, c'est Olivier, hein. Olivier, non, mais vous voyez, le réflexe, j'ai quand même regardé. Monsieur Vignol, bon, merci d'être là. Quel est votre résumé, votre ressenti, votre ouverture, votre conclusion? Nous, ce que j'ai entendu, on est assez en résonance avec ce qui a été dit. C'est d'abord que le débat, je crois, Île-de-France, région, il est comme un peu derrière nous, même si les problèmes d'accès aux ressources humaines ne sont pas réglés. Et on se réjouit, nous, chez CAD, de la métropolisation, parce que d'un combat contre le reste du monde ou le reste de la France, on voit maintenant quand même 6, 7, 8 métropoles qui ont une taille, un marché immobilier, un marché tertiaire suffisant pour attirer des grandes entreprises. Et c'est une évolution très significative. Alors, je ne sais pas si nous, on fait 50% de notre chiffre d'affaires en région, mais on a développé des opérations extrêmement importantes et on trouve des grands utilisateurs, des sociétés nationales, internationales. On voit bien qu'il y a une évolution. Moi, ce qui me frappe plus, c'est la fracture territoriale au sein du Grand Paris et au sein de l'Île-de-France. Et c'est vrai qu'un acteur comme Orange, qui regroupe, qui rationalise, mais qui est extrêmement, je peux dire, décentralisé sur l'Île-de-France, c'est de mon point de vue extrêmement important. On a la chance d'avoir Orange comme client et de construire pour eux une opération à Villejuif, qui sont des territoires qui ne sont peut-être pas les plus favorisés. Mais je crois que c'est important parce que nous, ce qui nous frappe chez ICAD, on est acteur sur les territoires très au nord de Paris, en Seine-Saint-Denis, derrière la Défense, dans le sud de Paris, dans le 91 et le 94, mais aussi dans le 92. Et de voir que des territoires qui sont à 200 mètres ou 300 mètres des uns des autres, avec des différences de richesse, de potentialité, c'est un sujet qu'on peut pas ignorer. Et c'est vrai que les entreprises ont quelque part, qu'elles le veuillent ou non, elles héritent d'une responsabilité territoriale dans le choix de leurs implantations. Et on ne peut pas mettre tout le monde à Issy-les-Moulineaux, on ne peut pas mettre tout le monde à un Paris 8e. Ça pose d'ailleurs un autre problème. On a parlé du problème des mobilités, ça pose le problème du logement. Le coût du logement à proximité de ces implantations est un problème pour les salariés. Plus de 10 000 € moyens à Issy-les-Moulineaux, ça pose un problème. On est installé à Issy-les-Moulineaux. Bridge me cache la vue depuis mon bureau. Maintenant, je ne vois plus l'île Saint-Germain, mais c'est pas très grave. Il fallait bien qu'à un moment, il y ait eu une attaque. Hein. Voilà. Vous auriez dû partir, vous auriez dû vous libérer. Ça pose une difficulté qui, je crois, doit être réglée. Et puis, un clin d'œil, en venant ici, je suis passé par l'avenue Charles Floquet, où il y avait, pour ceux qu'on connaît, je parle les plus anciens, la DATAR, à l'époque, où il y avait l'agrément utilisateur. Alors, c'était une chose fantastique, où il y avait un jeune conseiller de la DATAR, 30 ans, avec un bureau de 40 mètres carrés qui donnait sur la Tour Eiffel et qui expliquait aux chefs d'entreprise pourquoi ils devaient aller s'installer à Marne-la-Vallée, à Cergy-Pontoise ou à Saint-Quentin en Yvelines. Ça donnait des scènes assez surréalistes, surtout si le chef d'entreprise était nord-américain ou anglo-saxon. Là, il avait du mal à comprendre. Et je me disais, en fait, c'est vrai qu'on a évidemment supprimé l'agrément utilisateur, c'est une bonne chose, et d'ailleurs contraire à toutes les réglementations européennes. En revanche, je trouve que les pouvoirs publics, qui, je ne sais pas s'ils sont représentés dans les salles, devraient quand même avoir une politique plus incitative sur certaines localisations pour encourager les entreprises à s'installer dans des territoires qui ont besoin qu'on les aide un petit peu. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça manque probablement un petit peu dans le dispositif. Merci à tous les deux. Merci à tous les deux. Merci également à tous les deux. Je vous demande d'accueillir le Capin Blanc. Je vous laisse regarder le message.